Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 18 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des marchés étrangers avec le Dow et le Nasdaq. On parlera évidemment du CAC 40 avec du changement sur le CAC 40 avec une valeur qui sort et une autre qui va la remplacer très prochainement. Euh, Pas mal de changements aussi sur le secteur automobile avec probablement des fusions. On a quelques rumeurs là-dessus et ça devrait profiter à quelques constructeurs. Et puis évidemment, les yeux sont rivés sur la Fed, la Banque fédérale américaine, qui devrait annoncer une baisse des taux, avec un peu de tension toujours quand on a une annonce comme ça, mais les statistiques qu'on a qui arrivent sont quand même très, très favorables pour une continuation de la baisse. On va en reparler. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ce soir, 20 h, Jérôme Powell qui devra annoncer une diminution des taux d'intérêt, notamment pour relancer la croissance et l'économie et avoir un loyer de l'argent un peu moins cher et des prêts plus nombreux pour stimuler l'économie. On est actuellement à 4,75, donc entre 4,50 et 4,75, on devrait baisser à 4,50, 4,25, 4,50 sur le taux de refinancement américain. Et alors déjà au niveau, on l'a vu la semaine dernière en Europe, la BCE, ça fonctionne bien, parce qu'au niveau des chiffres, on est également revenu à 2,2% sur l'année en inflation au niveau de l'IPC en Europe. Donc on a une belle stabilisation. Alors c'est pas encore la même chose aux États-Unis, qui a un marché, on l'a vu ces derniers mois, beaucoup plus fort et qui a toujours une inflation un peu élevée. C'est pour ça qu'il subsiste peut-être un dernier doute, mais on a quand même un certain ralentissement, on le voit. Donc, a priori, ce soir, 20 h, on passera de 4,75 à 4,50. Sinon, ça risque d'être un peu le chaos sur les marchés. A priori, c'est quand même ce que les plupart des marchés ont joué. Un petit point aussi sur le Dow Jones. Pourquoi là, on regarde le Dow? Alors, c'est plus au niveau statistique qu'autre chose, parce que la baisse, elle n'est pas énorme. On le voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 séances d'affilée de baisse sur le Dow Jones. C'est un record, c'était pas arrivé depuis 1978. Donc ça fait quand même quasiment 50 ans qu'on n'avait pas eu ça. Euh, c'est anecdotique parce que finalement, on le voit, le Dow est sur ses plus hauts historiques, évidemment ici, mais on a perdu 3% et demi, 3,6% en 9 séances. Donc c'est quelque chose vraiment qui rentre dans les stats et qui est anecdotique, parce que la baisse, elle n'est pas énorme. Mais oui, on a cette série en cours de 9 séances consécutives de baisse, qui est assez rare pour le Dow. Ça va peut-être être annulé ce soir, stoppé ce soir avec... alors là, on est à plus 0,3 à peu près au niveau du Dow aujourd'hui. Ça risque de bouger évidemment entre 20 h et 22 h, juste avant la clôture. Mais si on n'a pas de grosse surprise, on aura peut-être enfin le Dow qui arrêtera sa chute, mais on le voit, c'est pas si important que ça. Un dernier point aussi sur les stocks de pétrole brut qui ont été encore en diminution cette semaine. Alors moins que dernièrement, donc on voit qu'on pioche un peu de moins en moins, c'est normal, il y a toujours des courbes comme ça, mais ça montre aussi que les États-Unis sont toujours, ont toujours une croissance intéressante et une demande, notamment en énergie, plutôt favorable. Donc là, c'est plutôt aussi quelque chose de positif. Et puis le CAC 40 qui fait plus 0,2, là aussi, les volumes normaux, on va attendre aussi comme tout le monde un peu la décision de la Fed, mais il n'y a pas vraiment de changement, on l'a dit, après le rebond, une petite phase de congestion, et puis peut-être enfin sur des bonnes nouvelles, sur le marché qui achète la baisse de la Fed, peut-être continuer ce rallye de Noël jusqu'à la fin d'année pour revenir ici. C'est toujours mon scénario, 7007, 7008. On verra. Pour l'instant, c'est plutôt un retournement classique et sain, avec le rebond sur support, la petite phase d'accumulation. On va regarder plus en détail ce qui se passe, notamment sur le CAC et quelques valeurs. Et la valeur du jour, alors, question pour un champion du jour. C'est parti, je suis une valeur, une société créée en 1828. Je rentre en bourse en 2008.
Et en 2024, j'intègre enfin le CAC 40. Je suis une entreprise de certification, d'inspection et d'audit notamment, spécialisée dans les bâtiments, l'agroalimentaire et les matières premières. Mon entrée en bourse arrive, sur le CAC 40 arrivera le 20 décembre, donc dans 2 jours. C'est vendredi. Je suis Bureau Veritas. Donc c'est eux qui vont remplacer Vivendi, qui a fait une scission et donc qui s'est découpé en 4 entités. Donc il n'y a plus assez dans le reliquat de Vivendi pour être en bourse au CAC 40. Ils restent en bourse et ils restent cotés, leurs différentes entités aussi restent cotées évidemment, mais il n'y a plus assez d'actions et de capital au flottant pour rester dans les standards du CAC 40. Donc on va prendre une des valeurs qui est en dessous, qui marche bien et qui dernièrement a plutôt progressé. Et c'est Bureau Veritas qui a été choisi. Alors Bureau Veritas, on les a présentés. On regarde le graphe. Dernièrement, oui, plutôt correct ces dernières années, ces derniers mois. Ça semble pas non plus exceptionnel. On va regarder un peu plus en détail ce que fait Bureau Veritas et puis les chiffres également. Est-ce qu'elle n'est pas peut-être survalorisée? On voit qu'avec le Value Investing Screener, on voit quand même des niveaux, alors des VOEG largement survalorisés, et le Discounted Cash Flow est également nous montre que l'action est déjà peut-être en surchauffe. Alors il y a 2 chiffres moi que j'aime bien, c'est notamment le PER que tout le monde connaît, le Price Earning Ratio, à comparer avec son secteur. On voit qu'elle a un PER de 26. C'est plutôt élevé pour son secteur qui est autour de 20. Évidemment, on n'est pas dans les technologiques ou d'autres valeurs qui explosent. On n'est pas dans les bancaires avec des PER au tapis, mais on a un PER un peu élevé. Par contre, le PEG, le Price Earning Growth, qui se focalise un peu plus sur le court terme, trouve un PER de l'entreprise assez faible, à 0,27, et une industrie, on le voit, autour de 20. Donc, peut-être qu'à court terme, on le voit, on est en train de développer plus la société et le futur, et c'est pour ça aussi qu'elle rentre au CAC 40 et qu'on lui voit un avenir plutôt favorable. On va continuer de regarder un peu les chiffres, notamment sur les résultats, pour voir le chiffre d'affaires qui monte notamment depuis 2020. Après le Covid-19, on a eu une petite baisse et puis on retrouve un chiffre d'affaires en hausse. On passe de 4,6 milliards à 4,9 milliards, 5,6 milliards, et l'année dernière 5,8 milliards. Donc c'est plutôt une augmentation intéressante. Et puis les résultats nets aussi en bleu à 125 millions en 2020, 420 millions, 466 millions et 503 millions en 2023. On va regarder ce qui s'est fait dernièrement sur Bureau Veritas pour voir que finalement à l'été 2024, on a des chiffres qui sont à peu près conformes à ce qu'elle faisait précédemment. Donc il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas d'explosion. On verra les données finales de l'année 2024, donc début 2025. Mais pour l'instant, on le voit au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net, il n'y a pas de gros changements sur Bureau Veritas qui continue finalement un peu sa progression, mais sans quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément emballé non plus par la rentrée de Bureau Veritas au CAC. On verra, ça sera peut-être intéressant. Les marges, avec ici les marges brutes en rouge, on regarde plutôt la marge d'exploitation, j'aime bien ici en vert, autour de 14%, donc c'est plutôt intéressant, mais on le voit ces dernières années, c'est toujours autour des 15%, il n'y a pas de gros changements. Alors elle a su garder des marges d'exploitation à peu près stables, malgré une différence au niveau des marges brutes, donc ça c'est plutôt intéressant, mais là aussi, on va pas chercher les 20, on dépasse pas les 20 non plus, donc ça reste correct sans être exceptionnel, je trouve. Les rentabilités, c'est un peu mieux, parce qu'on a des chiffres plutôt élevés, on est loin des 5-10%, on le voit, on est plutôt autour de 15, même 25 sur certains, notamment les return on equity. Ici en rouge à 26, c'est assez élevé. Le bilan, alors le price to book, oui évidemment, c'est pas une valeur décotée, on est à 5.
ce qui est tout à fait correct. Et on va regarder un peu la dette, avec quand même un endettement relativement important. Donc là, on a la dette long terme, hein, sur la valeur en rouge, les capitaux propres qui montent, et puis une dette long terme qui devient un peu mieux gérée, égale aux capitaux propres. On va regarder également les actifs, hein, contre les passifs. Et on a ici, donc sur le dernier bilan à l'été 2024, environ un peu plus de 7 milliards d'actifs pour des dettes autour de 5,5 milliards. Les capitaux propres, hein, c'est la différence entre les deux, c'est ce qui est en jaune sur l'autre graphique. Donc une dette aux alentours de allez, 75% en gros, hein. Donc important, mais relativement maîtrisé aussi, et qui est en baisse. Donc là aussi, c'est plutôt bien. Et avec la baisse des taux, ça devrait aussi favoriser le désendettement. C'est aussi, on est entre deux, hein, sur Bureau Veritas. C'est pas une valeur qui est prise à la gorge et qui est endettée, mais c'est pas une valeur non plus qui a une dette super faible. Donc on est plutôt dans la moyenne aussi sur ces niveaux-là. Les émissions d'actions, on le voit, hein, c'est quasiment stable, hein, parce que par rapport à l'échelle ici, 455 millions, 456 millions, 457 millions, donc c'est très faible, hein, l'augmentation qu'on a eue ces derniers temps sur l'émission, c'est vraiment à la marge. Donc on a eu des actions qui sont stables au niveau du nombre, en gros, et le dividende avec le bonus de 2020, et finalement après on repart plutôt à la hausse, donc là aussi plutôt favorable aussi, hein. Et puis pas d'interruption pendant le Covid depuis notamment 2008, donc là aussi une valeur qui rend un peu à l'actionnaire. On va regarder le graphe pour voir qu'elle va rentrer bientôt, donc au CAC 40 dans 2 jours. Et alors on avait des points intéressants, notamment parce qu'elle met des gaps haussiers, hein, notamment ici au début de l'année, hein, février 2024, qu'elle n'a pas comblé, qu'on est revenu frôler, et un deuxième ici cet été, juillet 2024. C'est pareil, on est venu le frôler, mais on l'a pas comblé aussi, donc plutôt favorable. Et puis cette grosse zone support, hein, avec le fin 2021, début 2022, je vais y arriver, à 27 euros. Ça avait fait échec mars, mai et juin 2024. Et puis après, sur le gap, on le casse. Donc c'est quelque chose sur lequel on est revenu. Donc un retest sur les 27 euros une première fois ici et une deuxième fois au mois de novembre. Donc c'est plutôt un support assez solide. Et plutôt une valeur, oui, à acheter tant qu'on tient les 27. Maintenant, aujourd'hui, à court terme, je ne sais pas, peut-être un peu de range ici entre les 27 et les 30. Moi, je vois pas de choses exceptionnelles sur la valeur pour me dire qu'à long terme, même si ça semble plutôt favorable, elle va faire des performances. Alors les points d'entrée, on l'avait notamment sur les 27, rentrer maintenant proche d'une résistance à 30 et assez loin du support, en court terme, hein, évidemment, ça me semble pas forcément le plus opportun, donc plutôt en mode observation sur Bureau Veritas, et puis on verra, hein, le jour où on a éventuellement des portes d'entrée intéressantes. Et si c'est une action qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette valeur, éventuellement le futur, hein, de cette valeur, comment elle pourra fonctionner notamment en 2025, et si vous la trouvez plutôt intéressante ou à éviter. Il y a une autre valeur aussi qui a fait pas mal parler d'elle aujourd'hui, c'est Renault. Boum, plus 5%. Pourquoi on a eu des rumeurs plus que des rumeurs, hein, des rapprochements entre Nissan et Honda, avec une possible fusion. Nissan et Honda, en termes de constructeurs japonais, c'est les deuxième et troisième, hein, derrière Toyota. Donc c'est quand même des poids lourds, et ils pourraient fusionner, donc, et un peu comme ce qu'avait fait Stellantis, hein, avec la Galaxy, un peu Peugeot, Fiat, Chrysler et tout. Donc éventuellement une fusion entre les deux japonais. Et pourquoi Renault est concerné ? Parce que Renault, ils ont des parts également dans Nissan, hein. Ils sont actionnaires en partie de Nissan. Donc Nissan qui a explosé en bourse, hein, et qui a pris 22% dans ces eaux-là. Alors ça bouge, hein, mais c'était aux alentours de 22%, je crois. Et donc forcément, comme Renault a des capitaux dans Nissan, son action mécaniquement monte. Ça peut aussi être intéressant parce que Renault pourrait
vendre sa participation dans Nissan. Donc ça lui rapporterait également pas mal d'argent, hein, éventuellement, se désengager de Nissan parce que Nissan va rentrer en fusion avec Honda. Ça pourrait aussi être favorable à Renault. Et puis il y a aussi des rumeurs de rapprochement pour sa filiale électrique Ampère. Éventuellement hein, aussi un apport d'argent et éventuellement de compétences hein, avec Honda pour sa filiale Ampère qui est déjà un peu qui intéresse pas mal de monde. On l'avait vu avec des constructeurs chinois et également d'Arabie Saoudite. Hein. Donc plutôt favorable pour Renault. Ça a été bien acheté hein, en début de journée et on est venu combler le gap sur les 47,22. On en met un autre ici, donc celui-là n'existe plus. Hop. Et on en fait un nouveau ici à la hausse. Donc on l'avait dit depuis un moment, sur Renault c'est plutôt positif et c'est une des seules valeurs européennes intéressantes au niveau des constructeurs. Même si on le voit hein, depuis quelques jours, quelques semaines, peut-être exagéré, il y a un rebond de tout le secteur automobile. Mais là aussi, plutôt jouer ceux qui sont bien orientés, ceux qui ont des belles perspectives et qui ont donné des chiffres intéressants. Renault, c'est un des seuls qui n'a pas eu de profit warning cette année, alors que tout le monde s'est fait un peu défoncer. Donc oui, c'est pas étonnant de voir Renault quand même surperformer comme ça et continuer sa hausse. Donc si on l'a prise, hein, notamment ici autour des 40, plutôt intéressant de rester. Et de jouer toujours cette zone-là, hein, qui est un peu plus compliquée entre les 60 et les 50. Je pense qu'il y a encore peut-être une petite marge, hein, fin 2024, début 2025, pour aller chercher cette zone-là, avant de se poser la question en court terme pour quitter. Après, le long terme, hein, sur les constructeurs auto, il faut toujours se poser la question, parce que généralement, ce n'est pas des valeurs qui vont performer pendant des années et des années. Donc, pas hésiter quand même, je pense, sur ce genre de valeur à prendre ses bénéfices quand ils arrivent. Une autre valeur dont on parle beaucoup, toujours, dans le secteur auto, c'est Tesla. Alors forcément, Tesla, avec l'élection de Trump, elle a explosé. Et elle a tellement explosé. Alors je m'en veux un peu de ne pas l'avoir prise peu après l'élection de Trump, forcément. Parce que, avant l'élection, hein, on était là, on fait 127%, et puis après l'élection ici, on fait quand même, on fait 86%, donc on est aux alentours des 100%, c'est-à-dire qu'on a doublé la position. Hein. Quand on jouait juste avant ou juste après l'élection de Trump, quand on a acheté Tesla, on a fait x2, et généralement sur ces niveaux-là, il y a beaucoup de prises de bénéfices. Alors, faut pas non plus omettre la capacité de Tesla à continuer, mais l'équipe hein, de Donald Trump le gouvernement qui va énormément aider, je pense, Tesla avec des lois et éventuellement des partenariats de différents États pour l'entreprise Tesla. Mais là aussi, il faut voir d'où on vient, il faut voir ce qu'on a fait récemment et les prises de bénéfices qui vont arriver. Donc là, on fait du x2. Il y a un moment où ça va s'arrêter, où on va revenir à la moyenne, où on va faire ses comptes, et on va se dire, finalement, on est peut-être allé un peu haut sur Tesla. Alors, je dis pas de shorter tout de suite Tesla, mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, parce que des graphes comme ça qui montent très haut, surtout avec ce niveau de valorisation, puisque sur les petites valeurs, évidemment, on peut monter, faire du x2, même x3, x4 relativement rapidement. Sur les valeurs comme ça, extrêmement valorisées, alors oui, la tech nous l'a montré dernièrement, c'est toujours possible. Attention quand même sur Tesla, donc là aussi, pensez à prendre ses bénéfices, et puis peut-être jouer un rebond quand il arrivera, ici sur les 320, qui me semble intéressant. Pour l'instant, on n'a pas encore le signal, hein, mais on voit qu'on est très haut au niveau RSI, niveau MACD aussi, et que ça ne durera pas éternellement, et qu'on se rapproche aussi symboliquement des 500 $ sur Tesla. Donc à surveiller quand même à court terme pour une consolidation. Hein, on va pas revenir sur les 200 non plus, mais il y aura peut-être un peu des prises de profit, une consolidation. Et puis avec Trump, ça va arriver bientôt, hein, c'est janvier. On en saura plus sur la valeur. Il y aura, je pense, un réajustement. 25%, 33%, 50%, on verra. Mais c'est peut-être cette zone-là qu'il faudra viser
à partir des prochains jours, je pense. Et puis, on a aussi une valeur qui a bien marché aujourd'hui dans le portefeuille, c'est Vision Group. Vision Group, j'en parle souvent, hein, c'est l'ex-SES Imagotag, c'est le spécialiste des étiquettes, notamment les étiquettes électroniques pour les grandes surfaces, les hypermarchés. Ça aide notamment la gestion du stock, hein, entre autres, et puis aussi ça offre diverses statistiques pour les, les intermarchés, les hypermarchés, les différentes marques. Donc c'est quelque chose de très important. Ils avaient fait notamment des contrats avec Walmart, hein, le champion de la distribution aux États-Unis. Ils ont décroché encore un nouveau contrat avec, je crois que c'est Fresh Market aussi aux États-Unis. Et il y a beaucoup comme ça de nouveaux contrats sur Vision Group. Elle est en train d'exploser. Et moi, je ne comprends pas ce cours qui ne va pas plus haut. Il y a eu, on le sait, des attaques, hein, de fonds activistes pour faire baisser le cours. Il y a eu des annonces comme ça, mais qui n'ont rien sorti finalement, hein, parce que à chaque fois, la direction a donné des chiffres plutôt rassurants sur ses comptes. Et finalement, le changement, hein, de carnet de commandes et puis d'explosion de chiffre d'affaires qui est en train de se passer parce qu'ils prennent des contrats sur contrat, pour moi, ça valorise plutôt proche des 200 plutôt qu'autre chose. Alors, on a encore une vente à découvert importante sur Vision Group. C'est ce qui va handicaper le cours, mais plus on va avoir de choses comme ça, de bonnes nouvelles, et puis pas de nouvelles attaques, et puis pas de, de confirmation qu'il y a eu des fraudes, parce que ça commence à dater maintenant, et puis on a rien vu venir, hein, sur Vision Group. Donc, pour moi, c'est toujours quelque chose de largement sous-valorisé, qui est impacté par les ventes à découvert, mais qui vont, à un moment donné, être obligés quand même de se racheter, parce que là, ça fait un moment où on fait rien, et on a quand même plutôt des bonnes nouvelles qui s'accumulent sur Vision Group, des contrats, et puis on verra sur les trimestriels, hein, ou semestriels, je sais plus, mais les prochains chiffres qui vont arriver pour la fin d'année 2024, qu'on aura début 2025, a priori, on les attend quand même plutôt très bons. Je vois pas comment cette valeur-là pourrait pas aller chercher les 200 en 2025, à moins qu'on ait effectivement, hein, une surévaluation avec des fraudes sur la valeur, ce qui est jamais à exclure, mais a priori sur ce qu'on a eu dernièrement, c'est pas trop le sentiment. Donc on l'a vu, beaucoup de volume aujourd'hui, hein, énorme par rapport à ce qui s'est fait dernièrement. Une valeur qui prend presque 12%. On casse un peu toutes les moyennes. On casse les Bollinger aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait fonctionner, hein. Ça fait un moment que je suis dessus, sur Vision Group, mais a priori, hein, 64 niveau RSI, hein, même pas en surachat, c'est une valeur que j'aime bien et qui devrait performer. Alors toujours cette petite échec ici sur les 160, mais oui, avec la journée qu'on a fait, on peut espérer peut-être un peu mieux ces prochaines semaines. Donc à voir demain si on rend pas trop, hein. On devrait performer sur Vision Group. Et est-ce qu'on a une dernière valeur à voir rapidement? Ah oui, les valeurs abonnées. Hop. Alors Alstom. Alstom, ils ont fait un plan alors je crois que c'était ici, autour du 8 mai 2024, un plan de désendettement que le marché a apprécié, parce que la valeur était quand même super endettée, et finalement, oui, ça a repris. J'étais pas hyper chaud, hein, à l'époque, mais le marché m'a donné tort, hein, parce que ça a été largement acheté. Et ça continue donc sur Alstom, avec le gap comblé ici au mois d'octobre. Il n'existe plus. Et puis la confirmation, hein, après avoir bien travaillé les 19-20 plusieurs fois, la mèche basse, le gros chandelier le 14 novembre, et puis on confirme, hein, donc on est toujours haussier, hein, sur Alstom. L'objectif, c'est éventuellement, hein, d'aller chercher cette résistance en 2025, notamment autour des 26,50, parce que là c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc peut-être ici, avril 2025, un objectif
moyen terme pour prendre ses bénéfices sur Alstom qui reste haussier, hein, on le voit depuis son retournement au mois de mars. Carbio, ouais, pas mal Carbio parce que retournement, parce que volume, parce que réaction sur support. On le voit ici, des niveaux qui avaient été largement achetés au mois d'avril 2020, qui avaient permis la première explosion en plusieurs temps, mais on était passé de 7 euros à 62 euros, donc fait du x9 quasiment. En quoi? Mars 2020, février, en moins d'un an. Et puis on y revient. Il y a eu des annonces notamment, hein, sur le recyclage un peu de matières premières pour des t-shirts notamment et autres. Mais oui, c'est quelque chose aussi qui va être recherché, hein. Et bah, on le voit, les volumes. Alors, dans un premier temps, ça a été assez baissier et vendu, mais là, les volumes reviennent de plus fort et sur des niveaux clés, avec quand même des belles journées. Donc, plutôt favorable court terme pour jouer, oui, pour jouer le rebond dans un premier temps, et éventuellement mieux. Alors, petite valeur, petite ligne, hein, on met pas tout, mais a priori, oui, sur ce qu'elle a fait ici depuis là, le 4 décembre, on voit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer peut-être? C'est en premier lieu ici, hein, on va dire autour des 14,7, 14,5. Autour des 14,50 peut-être pour un rebond technique. On a déjà un premier sur lequel on n'est pas loin, hein, c'est ici. C'est les 11,60. Donc à voir. Eurofin, alors oui, je connais Eurofin, hein, ils sont au CAC 40. Ils mériteraient aussi de se faire sortir, Eurofin, parce que c'est franchement moche ce qu'ils font. Et il y a d'autres valeurs santé, hein, qui sont plus intéressantes selon moi. Euh, c'est super moche, hein, ce que fait Eurofin. Ils n'y arrivent pas. On revient sur des niveaux quand même juste ici en 2020. Donc on a une période après Covid où tout a explosé et finalement Eurofin, ils n'ont pas su capitaliser là-dessus comme beaucoup, hein. Alors certains ont quand même profité pour augmenter leur catalogue pour les biotech pour certaines ou pour leur système de test pour d'autres. Eurofin, c'est pas marquant, hein, ce qu'ils ont fait. Alors, on verra aussi sur les chiffres à la fin d'année, mais pour l'instant, on n'a rien qui nous permet de dire. Là aussi, on avait eu des attaques d'activistes, hein, sur Eurofin, qui me semble un peu plus logique parce que c'est pas trop encourageant ce que nous met la valeur. On a des gaps baissiers, le dernier en date qui date du 21 octobre, qui a toujours pas été comblé. Donc pour moi, il faut éviter cette valeur, c'est toujours baissier et on peut aller chercher encore les 40 et moins. À court terme, c'est extrêmement risqué. Hoffman, alors Hoffman, si j'étais sur une grosse ligne, je serais parti parce on a fait un gros rebond, on a fait une grosse performance et puis on a eu quand même des ventes assez massives. Mais j'ai une petite ligne sur Hoffman, donc je suis pas forcément énormément impacté par ces grosses variations et je vais jouer peut-être un retournement plus long terme avec le retour, hein, de la construction, notamment avec les ciments et le retour de la Chine. Donc pour l'instant, je reste sur Hoffman Green Cement. Évidemment, oui, quand on prenait ici, on le voit, hein, après l'explosion, on a pris jusqu'à 30 ou 40%. Sur une réaction comme ça, oui, on pouvait mettre des stops et puis être sorti soit le 16, soit le 17 décembre. Encore une fois, ça dépend de la stratégie et puis un peu de l'unité de temps et de l'importance de la ligne qu'on a. Donc si j'avais une court terme, grosse ligne, je serais sorti, mais j'ai une petite ligne et je joue plutôt le long terme, donc je vais rester pour jouer la continuation. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est allé chercher les 6,52, qu'on les a cassés, et on a toujours quand même des volumes plutôt intéressants. Donc moi je vais rester, hein, sur Hoffman et jouer donc le moyen terme. Médiane technologie, deux choses. Négatif parce qu'on le voit ici, cassure de moyenne à 200, retest, échec. Par contre, ce qui est pas mal sur médiane, c'est que dans un premier temps, on n'a pas perdu grand-chose. On est revenu les tester assez rapidement. Ça, c'est plutôt positif. Et la deuxième, c'est que le deuxième échec aussi, on le voit, on part pas avec des gros chandeliers énormes. On perd moins 3. C'est par rapport à la valeur aussi, hein. Moins 3, c'est pas du moins 7, moins 8.
C'est pas catastrophique non plus ce qu'on est en train de rendre. Donc a priori, si on réagit avant les 3, on va dire, les 3 euros, et qu'on reteste, il y a de grandes chances qu'on lance quelque chose de positif sur Mediane Technologies. Donc je pense qu'il faut l'observer et voir ce qui va se passer ici. Si on travaille ici et qu'on rattaque la résistance à 3,87, là je serais positif. Maintenant, on peut enfoncer les 3 et puis si on enfonce les 3, aller vers le gap. Et là, c'est pas terrible. Mais encore une fois, c'est de voir ce que va faire un peu la force du rendu sur un échec. Melexis, alors je sais plus ce qu'il faisait. Fabrication de capteurs et de circuits intégrés pour l'automobile, les machines industrielles, les appareils ménagers. Alors oui, à l'automobile, il y a eu un rebond, donc tout ce qui est un peu... On a vu avec Mobileye aussi, hein, Mobileye, qui fait les capteurs et puis les services autonomes hein, d'aide à la conduite, qui avait bien marché aussi. Mais Lexis, qui profite un peu du rebond automobile qu'on a eu depuis 1 ou 2 semaines. Mais c'est moche quand même ce que fait la valeur. Pour ça que moi je suis pas fan de jouer ces valeurs-là, sauf si on a vraiment des informations utiles où on voit un changement radical dans la société. Mais là, ce que nous dit le marché, parce que finalement l'analyse technique c'est pareil, hein, c'est l'analyse des chiffres mais sous un autre prisme, c'est plutôt attention, faut pas trop y aller. Éventuellement, on joue ici tout le travail qui va être fait là. Mais là aussi, ça demandera pas mal de temps, c'est-à-dire on a déjà fait un premier rebond technique éventuellement ici. Ouais, il est peut-être pas fini le rebond technique, donc on verra hein, ce travail-là. C'est pour ça que ces valeurs-là qui ont une unité de temps quand même super longue, on préfère les attendre d'avoir plus de chandeliers de rentrée ou alors en court terme, on joue ça, hein, on joue le support qui a été acheté, donc c'est-à-dire qu'il faut rentrer ici le 22 novembre. On voit que le support est touché et que là on a un chandelier vert qui rebondit. Donc à partir d'ici, on peut se dire j'achète par là entre les 53, 55 et 56 et je suis en court terme dessus. Mais là maintenant, plutôt observer. Michelin. Michelin. Ils ont déçu, ils ont lâché ici peu après la rentrée, hein, au mois d'octobre. Le gap baissier qui confirme que c'est mauvais. Et derrière, le rebond technique qui va pas chercher le gap et qui suit la première oblique pour l'instant. Donc moi, on est toujours baissier sur Michelin. Je les attendrai plutôt là. Là, ça vaudrait le coup de les acheter hein, sur les 28-29. Et pour moi, entre deux, là, c'est de la construction où on voit rien venir. Donc, on évite d'acheter parce qu'on lance la pièce et on a une chance sur deux. Donc, pas terrible hein, d'acheter maintenant. Faut plutôt mettre les statistiques de son côté et éviter les valeurs comme ça qui sont en baisse. Et Prismian, donc c'est oui, un des concurrents ou concurrents de Nexans notamment hein, sur l'électrification, la construction de câbles. Qui ont un peu moins baissé, qui sont plutôt, je crois qu'ils sont en Italie, hein, Prismian. Ils ont profité de la grosse hausse, notamment 2023-2024 surtout, hein, cette année. On voit qu'ils sont en consolidation plutôt légère et éventuellement hein, une grosse zone de travail sur ces niveaux-là. Hein, on le voit énormément jouer autour des 58-59. Court terme, ça peut éventuellement repartir. Sinon, un peu plus long terme, retaper les 52 pour une réaction. Là aussi, plutôt en mode conso, mais les perspectives sont plutôt favorables hein, pour les deux, pour Nexans, pour Prismian. Donc on voit qu'à court terme, il y a un peu une reprise de souffle. On attend aussi la construction avec la Chine, mais je pense que sur 2025, hein, on ira performer au-dessus des plus hauts. Maintenant, il faut juste surveiller si on veut rentrer peut-être des zones clés, des rebonds. Sur Nexans, on est pas loin, mais on est toujours juste en dessous de la moyenne à 200, donc on est par là hein, à l'équivalent. Sur Prismian, c'est un peu pareil, mais je pense que ce sera positif. Et puis éventuellement, on peut se mettre une alerte ici si ça casse.
Si ça casse hein, notre oblique, ça pourrait être un signal d'achat intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, et puis les valeurs qui vous intéressent et pourquoi elles vous intéressent. Mettez vos questions en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus!